Je vous propose de commencer cette séance du conseil municipal qui sera probablement relativement longue. Voilà, il nous faut certainement 2 bonnes heures pour voir l'ensemble de l'ordre du jour qui est relativement copieux. Alors, sur les excusés, Michel Bontou est excusé, enfin, elle devrait arriver dans une demi-heure à peu près. Donc, en attendant ce moment-là, elle m'a donné pouvoir. Maryse Legrand peut éventuellement aussi arriver avant la fin de la séance. Pour l'instant, elle a donné pouvoir à Sylvie Legendre. Estelle Cochard est là aussi arrivera avec une demi-heure à peu près de retard. Dans l'attente, elle a donné pouvoir à Jean-Yves Tabourin. Bernard Toté a donné pouvoir à Aziz Bouslimani. Antoinette Lecomte à Marc Le Suage. Patrick Lefrançois vient d'arriver. Jacques Guillemet a donné pouvoir à Michel Thomas. Guylaine Raffin à Jean-Pierre Hélière. Paulette Mercier arrive dans quelques instants. Colette Le Sieur a donné pouvoir à Sophie Milon-Auguste, Stéphane Pinault à Jean-Luc Anctil et Nicole Janvier à Madame Couturier. Voilà, il n'y a pas d'autres excusés. Rita Canal est excusée, j'ai oublié de le dire. C'est bon, pas de... Voilà, donc le quorum étant atteint, il n'y a pas de souci, on peut commencer. Je demande qui accepte d'être secrétaire pour ce conseil, sachant que la tâche est relativement... Ah, Manuela, oui. Donc j'accepte volontiers proposition. Hein. Mais je sais que Sylvie, que tu es pleine de bonne volonté, je penserai à toi la prochaine fois. Ah oui, il n'y a pas de souci, ça ne me vexe pas. Merci. Remerciements. Les remerciements, vous les avez reçus, ils ne sont pas encore mis au panneau. Romain, c'est pour vous, peut-être pour le public ici présent, si vous voulez bien les afficher. Là. Voilà donc les remerciements essentiellement des associations mavilloises qui nous remercient, soit pour leurs subventions, soit pour des aides logistiques faites. Le collège Jean Massé aussi pour un financement de terre et de terreau pour des plantations d'embellissement au collège. Ça fait penser que, justement, André Martinez me rappelait que les élèves du collège ont eu hier une récompense importante par l'antenne départementale de l'Ordre national du mérite. Ils ont eu le premier prix. Il y avait un article dans l'Écho aujourd'hui. Même si c'est le premier prix, c'est pas forcément eux qui étaient en photo, donc peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais en tout cas, ils ont été une récompense intéressante, là, pour un projet sur le développement durable. Je suppose qu'Aziz, ça ne peut que te plaire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que voilà, les valeurs portées par la municipalité sont relayées aussi, par exemple, dans ce biais-là, les valeurs de développement durable sont relayées au niveau du collège. Sur les décisions du maire, voilà, plusieurs choses, des décisions sur l'exploitation de terres. On est propriétaires de certaines terres, on peut les louer, on les loue à des prix qui sont en fait fixés départementalement. Donc, voilà, il n'y a pas trop de réflexion à avoir. Et pour une question administrative sur des régies de recettes et puis des mises à disposition de locaux. Alors vous voyez souvent gratuit, mais c'est gratuit parce que ces associations ont signé une convention de partenariat avec la ville. Si elles n'avaient pas signé cette convention de partenariat, la mise à disposition des locaux, quels qu'ils soient, ne serait pas gratuit. Voilà. Ensuite, nous passons au compte-rendu de la dernière séance. Est-ce qu'il appelle de votre part des remarques ? Il semble que non. Donc je le mets aux voix. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions ? Il est donc adopté à l'unanimité. Nous commençons l'examen des délibérations. Les premières concernent l'administration générale et c'est Michel Thomas qui va les présenter toutes les trois. Pardon. La première concerne donc une délégation de non-mandat pour la passation de marché subséquent pour l'achat de gaz. Vu la convention constitutive du groupement d'intérêt GIP Centrachat, et notamment son article 2, vu l'arrêté du préfet du 16 juin 2015, vu le règlement intérieur GIP Centrachat du 26 juin 2015, et vu la délibération du 25 juin
2014 portant adhésion de la commune de Mainvilliers au groupement Centrachat. Vu l'accord cadre relatif à la fourniture de gaz pour les années 2017-2018, il convient de présenter aux membres de l'Assemblée délibérante l'opération et les éléments d'appréciation suivants. Depuis l'ouverture du marché du gaz à la concurrence, les tarifs réglementés de vente de gaz proposés par les fournisseurs historiques, GDF, Engie et les entreprises locales de distribution, ELD, ont disparu conformément au droit européen. Les administrations sont donc tenues de remettre en concurrence régulièrement les fournisseurs pour la fourniture de gaz naturel, nécessaires notamment au chauffage ou à la production d'eau chaude sanitaire. En 2014, l'établissement adhérent au GIP Centrachat, la centrale de la région, Centre-Val de Loire, avait passé son nouveau contrat de fourniture de gaz suivant l'accord cadre passé par Centrachat. Il est proposé aux adhérents de permettre à Centrachat en charge de l'achat groupé de faire pour leur compte la passation du ou des marchés subséquents à l'accord cadre portant sur les achats de gaz pour les années 2017 et 2018. Les signatures des marchés, leur notification aux titulaires ainsi que leur exécution. L'intervention du GIP comme interlocuteur unique sera un avantage certain du point de vue de la réduction de la charge administrative pour les adhérents, la réduction de la charge administrative pour les fournisseurs, et bien sûr, comme tout le monde sait maintenant, puisque ça s'est développé même pour les particuliers, vous voyez ça dans la presse aujourd'hui, le bénéfice de l'effet volume par passation de marché regroupant plusieurs établissements, mise en concurrence des fournisseurs accrue par l'augmentation de l'enjeu sur les marchés subséquents. La prestation de service présentée par Centrachat aux adhérents ne sera pas payante. La personne habilitée à représenter le pouvoir adjudicateur signera le marché pour le compte des établissements groupés. Centrachat est responsable envers les membres du groupement de la bonne exécution des missions qui lui sont dévolues par la présente délibération. La délégation donnant mandat au GIP Centrachat prend effet à compter de la délibération du conseil d'administration jusqu'au terme de la durée de l'accord cadre. Les adhérents régleront les factures aux fournisseurs sélectionnés et resteront responsables de l'exécution des marchés dans le cadre de leur autonomie de gestion. Vous avez la convention du groupement, la convention constitutive qui est liée, qui est jointe à la délibération. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser le maire à donner mandat au GIP Centrachat pour la passation de marchés subséquents relatifs à l'accord cadre portant sur l'achat de gaz pour les années 2017 et 2018, et à ce titre, de passer le ou les marchés subséquents à l'accord cadre portant sur l'achat de gaz pour les années 2017 et 2018, de les signer, de les modifier aux titulaires et de se charger de leur exécution, ainsi que de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération, d'autoriser le maire à résilier ou pas renouveler les contrats en cours en rapport avec l'objet du marché. Merci à toi, Michel. Est-ce qu'il y a des interventions? Alors, vous savez que c'est une reconduction, hein, puisqu'on a déjà par 2 fois acheté du gaz par le biais de Centrachat, et que voilà, sur les 2 années, on a plutôt réduit d'environ 30% la facture de gaz. Ce qui dément d'ailleurs ce que disent 2 membres de cette assemblée d'une des 2 minorités dans leur tribune libre, qui disent qu'on ne fait rien pour réduire les dépenses de fonctionnement. Ben voilà un exemple où on réduit les dépenses de fonctionnement de façon importante parce qu'on a adhéré à cette centrale d'achat dès le départ. Ce que n'ont pas fait forcément toutes les communes, d'Eure-et-Loir. Oui. C'était juste une question par rapport à comment ça se passe par rapport à la centrale d'achat. À chaque fois, là, vous nous faites une délibération pour l'achat du gaz. Oui. Et à chaque fois que vous achetez quelque chose, on n'est pas obligé d'avoir une délibération. Je trouve ça lourd comme procédure. M. Mercier. C'est un marché public, vu les montants concernés, c'est un marché public. Pour le gaz ou pour le gaz, oui. D'accord. Les montants font que les montants déterminent les conditions de commande publique.
On a un règlement de commande publique, Ouais, et en fonction des montants concernés, d'accord. si vous prenez un contrat sur 3 ans, il faut cumuler les 3 années de consommation, Oui. et vous arrivez à des volumes effectivement financiers importants qui nous obligent à faire appel à la concurrence. D'accord. Et qui oblige donc une Une délibération pour délibération lancer. au conseil municipal. Voilà, C'est- tout à fait. Oui, c'est parce que du coup, on était d'accord pour l'adhésion à la centrale d'achat, et du coup, je trouve que c'est vrai que Je comprends bien. c'est lourd comme procédure. Enfin, Mais je vous ai déjà dit que les libérations, elles ne sont pas toujours à caractère politique, elles sont souvent à caractère administratif. on est d'accord. Alors, parfois, c'est les deux. Aussi. On est là, pas de souci. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, unanimité sur ce sujet. Michel, tu continues. Oui, alors comme tous les ans, vous On rappelez parle ça, encore de gaz. oui, comme tous les ans, vous devez vous souvenir, on est tenu de faire un rapport sur l'activité de la concession de distribution du gaz naturel. Vu le rapport d'activité transmis par GRDF, considérant que GRDF a transmis son rapport d'activité pour 2015 dans le cadre de la distribution publique de gaz qu'il assure au titre de la concession accordée par délibération du Conseil municipal en 1997, considérant que les données suivantes de la concession ont été transmises à la collectivité au titre de l'activité 2015, alors là, les services ont fait une extraction du rapport d'activité. Ceux qui sont très intéressés par les longueurs de tuyaux, les longueurs de tranchées, les mégawatts, etc., peuvent demander le rapport complet qu'il doit faire dans les 200 pages. Attends peut-être. ça. Ah oui, il est énorme. D'habitude, il est très bon, ça. Non, il est très important. Mais ce qui Ça est- peut être intéressant à certains points de vue. je sais C'est pas. quand même intéressant les longueurs de tuyaux, puisqu'on on a une anédité qui dépend de la longueur de tuyaux. Oui, justement. Voilà. Alors, je vais vous épargner la lecture des longueurs de polyéthylène, d'acier, autres matériaux. Tout le monde peut lire. Enfin, moi, vous souhaitiez que je lise, mais c'est pas spécialement passionnant. Donc, sachant que le rapport est disponible pour qui voudra, donc il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la communication des principales données du rapport d'activité de l'exercice 2015 de la GRDF concernant la concession accordée au titre de la distribution publique du gaz naturel. Merci à toi, Michel. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, vous savez que Mavilliers est une commune, dans les toutes premières communes de Réloir pour la desserte de gaz de ses habitants. Hein. Si ce n'est pas la première, c'est vraiment dans les 2-3 premières. C'est le fruit de l'histoire. Hein. Une municipalité qui ont voulu toujours donner la possibilité aux habitants de Mavilliers de pouvoir utiliser le gaz comme énergie. Nous pouvons... Il n'y a pas à voter. On prend acte donc. Tu peux continuer, Michel, sur la troisième Alors là, délibération. Alors là, il s'agit de la transmission annuelle du rapport concernant la Commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, CCAPH. Vu la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, vu la délibération du conseil municipal du 13 novembre 2014 portant création et installation de ladite commission, vu la réunion de ladite commission du 29 mars 2016 en mairie de Mavilliers portant approbation du rapport d'activité de l'année 2015 si annexé, considérant que les membres de ladite commission ont approuvé le rapport si annexé, que ce dernier rend compte de la politique menée par la collectivité en faveur des personnes en situation de handicap et du dialogue entre les membres de la CCPH et les services de la ville pour proposer des axes d'amélioration, considérant que conformément à l'article 46 de la loi subdivisée, le dit rapport est présenté devant le conseil municipal, il vous est proposé de prendre acte. Alors derrière, vous avez les principales données du rapport, avec en particulier la date de l'installation de la solution d'accessibilité aux personnes handicapées, et aussi un rappel des principaux travaux effectués en 2015 dans ce domaine. Donc en 2015, il y a eu création d'une écriture solidaire et d'un accès PMR, le cloisonnement et mise en accessibilité du préau à l'école élémentaire Jean Zé,
Le dépôt de l'agenda d'accessibilité programmée à date pour 19 ERP, vous devez vous souvenir d'avoir vu ça en 2015. Oui, C'est on passé l'a vu ici. sans conseil, quoi. Oui. La réhabilitation complète des avenues de la Résistance et Pierre Chenet, l'installation de sanitaires PMR à l'école Pierre de Coubertin, à l'école élémentaire, la validation d'un schéma directeur d'accessibilité programmé pour le réseau transport, qu'on a vu ici aussi. Donc c'était le projet présenté par l'AGLO, qu'on a travaillé avec eux, hein, bien sûr, et qu'on a validé. Et les PMR bas menu pour la résidence et le jardin des peintres, construction d'un nouveau bâtiment. Alors, il y a un astérix pour dire que l'agenda d'accessibilité programmé a été approuvé par arrêté préfectoral le 4/2/2016. Ce bilan a été discuté lors de la réunion du 29 mars 2016. Il y a des interventions sur ce sujet? Bon, voilà, quelque part une obligation administrative pour le coup, mais on fait quand même avec avec, je dis plaisir, oui, on peut dire plaisir, on souhaite faire. Je veux dire par là, sur ce sujet-là, j'ai envie de dire que certainement, au niveau de notre pays, on a été un peu lent à se mettre en ordre de bataille pour essayer de faire en sorte que l'accessibilité soit une réalité. En même temps, quand ça a été fait, voilà, tout d'un coup, les délais ont été certainement un petit peu trop courts. On a bien vu qu'il a fallu les rallonger un petit peu. Mais voilà, le principal, c'est d'avancer au rythme que permet les budgets de chaque collectivité, quelle qu'elle soit, y compris celle de l'État. Voilà. On peut voter. Non, il n'y a pas à voter, on prend acte. Nous passons. J'interviendrai. Oui. Pour indiquer qu'effectivement, le pays a pris la mesure du problème, mais pour autant, circuler pour une personne handicapée, c'est un parcours du combattant tous les jours, y compris immobilier. Et j'associe également les problèmes rencontrés par les mamans qui circulent avec leur landau et leur poussette, qui ne sont pas handicapés, mais qui rencontrent un réel handicap à circuler en ville. Il y a des trottoirs où c'est pas possible, on le sait bien. Alors, je vais pas en faire un listing. Pour ce qui est des personnes handicapées, je sais qu'il y a quelque temps, on avait reçu l'association, comment s'appelle-t-elle, l'association des handicapés, son nom je ne le trouve pas. Parallèle France, oui, c'est ça. Bon, qui d'ailleurs avait estimé, qui avait fait un audit un peu, enfin une comparaison un peu des communes de l'agglomération, et avait trouvé que Mavilliers, même s'il y a des soucis, était plutôt une bonne élève. On travaille, la commission travaille en particulier avec le foyer Bourgarel, où il y a pas mal de handicapés qui viennent sur Mavilliers, et on va dire que on a mis comme prioritaire leur circulation sur la commune. Et enfin, par rapport à tes landaux, oui, effectivement, tu me permets de dire qu'on a actuellement un travail qui est mené entre le service de la direction des services techniques et de la police municipale aussi, et des élus concernés, et tout ceci va aboutir avant la fin de l'année, pour faire davantage respecter les non-stationnements de voitures sur les trottoirs, de façon à ce que la priorité soit effectivement donnée aux piétons, et en particulier aux personnes avec landau, celles que tu as citées, handicapées, etc. L'idée étant que chaque fois que le trottoir le permet, parce qu'il y a l'histoire de temps en temps qui fait que les trottoirs sont un peu plus étroits qu'il ne le faudrait, mais ça c'est l'histoire, et ça c'est difficile c'est très très coûteux là. Mais chaque fois que les trottoirs sont grands, et il y a des cas dans Mavilliers où ils le sont, eh bien, en gros, c'est 1,40 m effectivement qui doit être laissé au minimum. Sachant que par ailleurs, les voitures, je répète qu'il est interdit de stationner sur les trottoirs. Et donc, c'est verbalisable à un tarif élevé de l'ordre de 145. Tant que ça 135 euros. Voilà. Et la campagne de verbalisation n'a pas commencé, parce que nous souhaitons d'abord faire de la prévention et de l'information. C'est ce à quoi j'ai fait allusion. Avant la fin de l'année, il y aura cette information, et ensuite, il y aura certainement des sanctions, pour aller dans le sens que tu viens de dire.
qu'il y a des remarques, questions? Nous continuons avec l'éducation. Estelle Cochard n'étant pas tout à fait arrivée, elle est en conseil d'administration d'un lycée, à ma connaissance. C'est Michel Bontou qui rapporte. Donc la délibération numéro 4 concerne la participation financière pour l'accueil des enfants qui sont hors commune dans les classes qu'on appelle les ULIS maintenant, anciennement les CLIS. Donc il y a 2 écoles sur Mavilliers, Pierre de Coubertin et Émile Zola, qui accueillent chacune ce type d'élèves et ce type de classe. Donc à la fois des enfants mavillois et des enfants qui ne sont pas de la commune. Donc il vous est proposé de demander aux différentes communes de résidence une participation financière égale au coût de fonctionnement pour un élève d'élémentaire. Donc ce coût a été établi à 779 € annuels et correspond à la moyenne des dépenses de fonctionnement pour les élémentaires sur les exercices 2013 à 2015. Il était identique en 2014. Voilà. Merci. Est-ce qu'il... Ceci, délibération que nous avons vue en commission plénière, est-ce que ça appelle cependant des remarques de votre part? Ou à cause du fait que ça a été vu? Non, ça ne semble pas. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes, semble-t-il. Personne ne proteste, donc nous sommes unanimes. Nous arrivons à l'un des temps forts de ce conseil avec l'étude du compte administratif et tout ce qui concerne les finances. Philippe. Donc, tout d'abord, il y a la décision modificative numéro 2. Suite au jugement du tribunal de grande instance de Chartres et à l'audience de Madame la juge des enfants, dans la mesure où le magistrat a alloué à plusieurs fonctionnaires de la commune, victimes dans l'exercice de leurs fonctions, des dommages et intérêts, il appartient à la collectivité de réparer le préjudice qui en est résulté et par la suite donc d'être subrogé aux droits des victimes pour obtenir des auteurs des faits la restitution des sommes ainsi versées. Donc, pour faire simple, la commune doit avancer l'argent de l'indemnité qui est prévue pour les fonctionnaires de la ville qui ont été victimes, et ensuite la ville doit se faire rembourser auprès des auteurs des faits. Pour pouvoir payer ces indemnités, il faut que le chapitre 67, article 678, soit doté financièrement à hauteur minimum de cette somme. Et donc l'ADM a pour objet d'abonder le chapitre 67, article 678, des 1 300 € nécessaires. Et il y a 2 petites corrections à faire. Alors c'est pas l'ADM 1, mais c'est l'ADM 2. Et par rapport au projet que vous avez eu dans le dossier, ça a été corrigé à l'écran, c'est l'article 022 et pas l'article 020, les dépenses imprévues. Donc on prend l'argent sur l'article 022 qui correspond aux dépenses imprévues en diminuant du même montant ces dépenses imprévues, ce qui permet de maintenir l'équilibre. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques, questions? Il semble que non. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Nous sommes unanimes. Philippe, le compte de gestion avant le compte administratif. Oui, donc le compte de gestion. Donc vous allez voir apparaître la synthèse de l'exécution du compte de gestion. Donc je rappelle vite fait que le compte de gestion, c'est en fait le suivi des comptes de la commune fait par le trésorier. Et nous, de notre côté, on a le suivi des comptes de la commune au niveau du compte administratif. Bien évidemment, les deux doivent avoir un résultat identique. Maintenant, le compte de gestion a des éléments en plus, puisqu'il reprend l'actif et le passif, un peu comme une entreprise, mais pas du tout compté comme une entreprise. Donc il reprend l'actif et le passif de la commune, mais on n'immobilise pas tout à fait et on ne compte pas tout à fait l'actif comme une entreprise. Et également, on a les flux financiers, notamment l'actif circulant, et donc la trésorerie, et les paiements en instance, ou les dettes en instance, au niveau du compte administratif, ce qu'on ne voit pas de la même manière au niveau du compte administratif. Alors sur le compte de gestion, on le voit. Donc, pour autant, on voit, comme pour le compte administratif, le détail du budget, avec à la fois le résultat de clôture de l'exercice précédent
Alors ça dépend par où vous avez commencé. Très grave. Voilà, je vais commencer par l'autre. Donc, on a le résultat de la clôture de 2014, donc ça permet de comparer. Donc, on voit qu'en 2014, en investissement, on avait 235 346,55. On a le résultat de l'exercice 2015, qui lui est à moins 2 275 313,21. On a ensuite le fonctionnement en 2014, on était à 3 5 426,08. On a affecté une part pour 2015 en investissement de 738 421,21 de manière à équilibrer. Et derrière, ça nous donne un résultat de l'exercice 2015 d'1 491 109,69. Ça nous faisait un total en 2014 de 3 240 772,63. Et on se retrouve en 2015 avec un résultat de moins 784 203,52. Après, pour avoir, ça c'est uniquement le résultat sur l'exercice 2015, ensuite pour avoir le résultat de clôture de l'exercice, on rajoute le résultat de l'année précédente, donc 2014, et ça nous donne sur la dernière colonne à droite le résultat de clôture de l'exercice proprement dit, en investissement à moins 2 039 966,66, en fonctionnement de 3 758 114,56, ce qui donne un bilan en résultat d'1 718 147,90. Sur la ligne du dessous, vous retrouvez les totaux, ça revient au même. On a également d'autres informations qui ne sont pas à l'écran, mais qui sont dans le gros pavé que vous avez eu en mail, je pense. Oui, c'est ça, oui. Ça a été envoyé en Donc, par mail à tous les conseillers. On peut voir dans le compte de gestion l'état de la trésorerie. Donc, au 31/12/2014, on avait une trésorerie à 3 927 250. Et au 31/12/2015, on avait une trésorerie de 2 379 325. Donc bien évidemment, on verra que vu la réalisation des dépenses et notamment des investissements, notre trésorerie a baissé. Dans le même temps, à l'inverse, puisqu'on a investi, notre actif qui était, j'arrondis, de l'ordre de 51 millions en 2014 est monté à un ordre de 53 millions en fin 2015. Donc sinon, sur l'autre page, vous avez le bilan de tout ce qui a été émis en titre de recette ou en mandatement. Donc vous avez tout le bilan des différents mouvements. Et évidemment, quand on fait les totaux de chaque section ou le total, on va retomber sur les mêmes chiffres que les chiffres précédents du résultat pur de l'exercice, pas du résultat de clôture avec 2014. Et donc on revoit qu'on arrive avec le déficit de 784 203,52. Est-ce que vous avez des questions sur le compte de gestion? À ce moment-là, je pense qu'on peut passer à la délibération. Oui, bien sûr. Oui. Donc, je vous passe en compte du LAGUS. Donc, il est proposé au Conseil municipal de déclarer le compte de gestion dressé par l'exercice 2015 par le trésorier visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Que, par suite de l'ordre du jour et sur la base du compte de gestion du trésorier, le Conseil municipal est invité ensuite à délibérer sur le compte administratif de l'exercice 2015. Voilà. Donc, vous êtes invité à délibérer, c'est-à-dire à voter. Est-ce qu'il y a des questions? Il semble que non. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes sur ce compte de gestion. Merci à vous. Nous passons au compte administratif. Donc, nous passons au compte administratif. Donc, nous avons la même chose que tout à l'heure pour le résultat proprement dit des dépenses de 2015. Donc l'informatique suit. Voilà, donc le tableau du haut. Donc je ne commande pas plus, c'est les mêmes chiffres que ceux qu'on vient de voir du compte de gestion.
on retrouve la même chose au niveau du compte administratif. Vous avez ensuite un tableau qui reprend les évolutions des dépenses et recettes de 2012 à 2015 et la variation globale de 2012 à 2015 et de 2014 à 2015. Donc on voit déjà qu'au niveau fonctionnement, entre 2014 et 2015, il y a une quasi-stabilité et qu'au niveau investissement, on a un niveau d'investissement important de comptabiliser en 2015. Alors il faut bien voir qu'il n'y a pas forcément adéquation directe entre ce qui sort de terre, je dirais, à un instant T, une année donnée, et ce qui est comptabilisé. Il y a toujours des décalages, il y a parfois beaucoup de comptabilisé, mais ce n'est pas forcément très visible. Et à l'inverse, certaines années, c'est très visible et pas forcément énorme en comptabilisation sur l'année même. Donc vous avez la courbe des évolutions des dépenses qui permet de voir ce que je disais tout à l'heure, l'importance de l'investissement dépensé et la stabilité en fonctionnement. Après, on rentrera un peu plus tard dans le détail. Ensuite, vous avez la même chose, mais pour les recettes. Donc, on voit que au niveau des recettes en fonctionnement, donc entre 2014 et 2015, on a une bonne croissance à 351%. De 2012 à 2015, on voit bien que c'était beaucoup plus faible. Et au niveau investissement, là, ça ne veut pas dire grand-chose les recettes, puisqu'il suffit par exemple de faire un emprunt pour que les recettes fassent un bond, ou à l'inverse, ce n'est pas le cas, ou qu'on fasse un virement important du fonctionnement, donc ce n'est pas très représentatif. On adapte les recettes de l'investissement aux besoins de financement. Donc, ensuite, au niveau de la section investissement, juste quelques petits détails, parce que sinon c'est pas forcément très parlant. On a sur le chapitre 10 tout ce qui est récupération de FCTVA, les taxes urbanisme et le report en excédent de fonctionnement capitalisé. Donc là, on voit que ça nous a permis d'avoir un apport en financement assez important. En chapitre 13, on a les subventions d'investissement. Donc on voit qu'on ne les a pas réalisées totalement, puisqu'elles sont versées progressivement et les soldes ne sont versés une fois que tout le dossier est clos et tout le projet fini. Et avec un temps administratif derrière. Donc là, il y a à la fois des subventions comme les amendes de police, mais aussi des subventions pures d'investissement dans le cadre des différents contrats, soit départementaux ou régionaux. Il était prévu un emprunt, donc dans la colonne de gauche, vous avez l'alloué, c'est-à-dire ce qui était prévu au budget primitif de l'année 2015, modifié par les différentes décisions modificatives, comme celle qu'on a vue tout à l'heure pour 2016. Donc était prévu un emprunt, mais dans la mesure où au niveau moment de négociation et au niveau besoin de trésorerie, on était pas mal. On a fortement négocié en fin d'année et on a eu des taux très intéressants et on a débloqué les fonds que sur 2016. Parce que ce n'était pas indispensable de les avoir avant. Ce qui fait que cet emprunt, il a effectivement été réalisé, mais comme il a été concrètement débloqué et donc comptabilisé que sur 2016, il passe en ce qu'on appelle reste à réaliser, en recette. Les restes à réaliser, c'est ce qu'un commencement administratif, que ce soit pour une commande en dépense ou pour une recette, mais qui n'est pas fini, et donc on ne peut pas comptabiliser sur l'année proprement dit, mais qui va devenir une recette ou une dépense obligatoire sur le budget suivant. Ensuite, on a les amortissements à hauteur de 736 434. Donc les amortissements, c'est sur tous les investissements pour lesquels a été prévu une immobilisation. On a un amortissement de prévu qui permet en fait d'imposer de l'autofinancement de manière à pouvoir, en fonction de la valeur du bien créé, pouvoir à nouveau le recréer ou le remplacer, le renouveler, quand il aura fait sa durée de vie estimée. Donc forcément, plus le bien est un bien
qui est censé avoir une durée de vie importante, plus la durée d'amortissement sera importante. Ça a été créé il y a quelques années, parce qu'il y a pas 15-20 ans, ça n'existait pas à mon avis. Ça a été créé dans les années 14. D'accord, ou c'est à peu près ça. Dans les années 90. Ça fait bien une vingtaine d'années, c'est ça. C'était un moment où il y avait quelques communes qui avaient complètement oublié de prévoir l'avenir. Qui étaient en faillite. Qui étaient en faillite, voilà. Donc ça oblige à prévoir une capacité d'investissement pour ne pas laisser dépérir évidemment le patrimoine d'une collectivité. Puisqu'il n'y a pas que les créations de biens, il faut aussi entretenir ce qui existe. Donc globalement, on voit une dépense de 2 211 656. Donc on voit bien que tout l'investissement n'a pas été comptabilisé, ni forcément réalisé sur l'année. Pas l'investissement, les recettes, puisque en fonction de la trésorerie et en fonction des dépenses réellement réalisées, on ajuste. Et donc on n'a pas fait l'emprunt. Au niveau des dépenses, alors là c'est assez abscon, donc... Excuse-moi, oui, l'emprunt, tu vas le dire après, mais il n'a pas été fait en 2015. Voilà, mais il a été fait il est en reste à réaliser. Petite info également sur les recettes en 13. A été créée en 2015 une prime, on va dire une aide aux maires bâtisseurs, qui est en fait considérée comme une subvention d'investissement. Donc c'est fonction du nombre de permis de construire qui sont faits sur telle période, en supplément de ce que l'État estime comme normal de faire pour une collectivité. Bon, sachant qu'il y en a qui sont bien en dessous du normal du chiffre considéré comme normal par l'État. Donc nous, on est nettement au-dessus pour la période de référence concernée pour 2015. Et donc on s'est vu notifier une prime de 21 630 euros, versée partiellement sur 2015 et une partie sur 2016. Donc sur 2015, il y a eu un versement, j'arrondis, de 8 775 euros. Donc ça, c'est un peu une récompense pour les élus qui essaient d'offrir aux Français des logements dignes. Et à quel endroit, sur quel, tu l'as dit, mais je n'ai pas entendu. Sur le 13, c'est un investissement considéré comme une subvention en fait. D'accord. Ensuite, au niveau des dépenses, donc on retrouve des subventions par rapport aux travaux d'éclairage pour la SEIPC, parce que là on est à cheval entre deux systèmes, des subventions d'investissement, le remboursement du capital de l'emprunt en chapitre 16, donc 162 313 euros. Je vous rappelle que le capital se rembourse en investissement, les intérêts en fonctionnement, différentes immobilisations. Donc là c'est assez abscon parce que dans l'investissement en comptabilité, c'est simplement en fonction du type d'immobilisation que ça se répartit. Globalement, on a également les travaux en régie. Donc les travaux en régie, c'est les travaux qui sont faits directement par les services, mais qui sont des travaux d'investissement. Et ces dépenses sont faites en fonctionnement, mais sont compensées derrière en recette de fonctionnement qui est abondée par l'investissement. Et donc on avait prévu 210 484, on a réalisé 137 371. Donc ça, on verra plus tard, ça vient abonder le budget de fonctionnement en recette. Donc globalement, ça fait un montant en dépenses de 4 486 969, soit 72,48% du budget alloué. Ensuite, vous avez eu dans le rapport une présentation du fonctionnement en recettes et en dépenses avec l'alloué, le compte administratif et le pourcentage réalisé. Alors moi j'ai essayé d'aller plus loin, surtout que cette année 2015 a été assez spéciale. Donc j'ai voulu vous montrer un peu l'évolution également entre le CA 2014 et le CA 2015. Il y a pas mal de choses à dire sur ça. Donc c'est pas un document que vous avez, j'espère que ça va pas être trop petit.
Il faut grossir suffisamment. Donc dans la première partie, on a les recettes, donc par chapitre. Donc on retrouve le 70 qui est la vente de produits. Bon, là, il n'y a pas d'évolution extrême. Bon, pour autant, on est quand même sur une baisse des recettes. On a en gros, j'arrondis, de l'ordre de 15 000 euros de moins. Donc on est à 96% et des poussières par rapport à l'année précédente. Donc on voit bien que c'est quand même un chapitre qui est assez difficile chez nous, et il le reste. Tu parles de quel, là ? Le 70, les recettes, les ventes de produits. Tout ce qui est, voilà. Ensuite, le gros chapitre 73, donc c'est tout ce qui est impôts et taxes. Donc là, on a une évolution importante, puisque on a plus 4,13% entre les deux CA. Donc là, on a eu un plus grâce à la création par la loi de finances de la dotation quartier politique de la ville, qui représente 29 568 euros. On a également une très forte hausse des droits de mutation, puisque sur 2014, on était en gros à 151 000 euros et on passe à un ordre de 245 000 euros. Et d'autre part, on a une hausse des bases des impôts directs, à la fois par la hausse prévue dans la loi de finances, mais également par une très bonne hausse de nos bases physiques, donc par une bonne création de biens imposables. On a une hausse de l'ordre de 2,98% de ces bases. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir une très très bonne hausse en 2015 des recettes sur le chapitre 73, avec donc un cumul de plusieurs effets positifs importants. Pour ne pas vous laisser tout de suite rêver à de nombreuses nouvelles dépenses, je vous rappelle quand même que quand on a vu le budget 2016, la chanson n'était pas du tout la même, puisque par rapport au droit de mutation, on ne peut pas espérer mieux qu'en 2015. Donc on n'aura pas de bonne surprise de ce côté-là. C'est peu probable. Ça serait vraiment une surprise. Une très si j'avais autant, je serais déjà très heureux. Bien sûr. Et par contre, nous avec. Au niveau des bases, là c'est très, très mauvais sur le BP 2016. Ensuite, au niveau du chapitre 74, donc tout ce qui est dotation part de l'État et remboursement également. Alors, au niveau des dotations de l'État, je vous rappelle que pour 2015, comme les années précédentes, on a eu une ponction importante pour le redressement du budget de l'État. Donc, on a eu une ponction de l'ordre de 210 177. On a également eu une ponction de l'ordre de 2019 euros pour compenser les péréquations, l'équilibre, pour assurer l'équilibre de la DGF par rapport à une part de la péréquation qui est prise sur le budget et par rapport à la croissance naturelle qui existe pour certains avec les hausses de population. Donc on est touché par ça si on est au-dessus de 0,75 du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des collectivités, de l'ensemble des communes. Et on dépasse un tout petit peu. Donc comme on dépasse un tout petit peu, on paye un peu, mais c'est de l'argent perdu. C'est ça qui est important de bien prendre en compte, c'est que cet argent qu'on nous enlève sur la DGF, c'est une perte définitive. Ensuite, on peut avoir du plus ou du moins en fonction de la variation de population. Donc là, on avait eu une petite variation de population. On a eu de l'ordre de 3 210 euros par une légère hausse de population. Et là, ça peut fluctuer, à continuer à progresser ou redescendre suivant l'évolution de la population. Donc au final, on a quand même eu une baisse globale de la DGF de pratiquement 210 000, ce qui n'est pas du tout neutre. Par contre, sur la DSU en 2015, il y a eu un effort extrêmement important de fait qui a
permis de majorer la DSU de l'ordre de 236 354 €. Donc on est de l'ordre de plus de 20%, donc c'est pas négligeable du tout. Qui a donc en grande partie compensé les baisses des autres dotations. Et sur la DNP, la dotation nationale de péréquation, on a une petite baisse de 1 421 €, donc qui est relativement faible, également compensée par la DSU, ce qui fait qu'au niveau dotation globale de l'État, on a un petit plus, mais qu'un petit plus de l'ordre de 25 000 €, c'est-à-dire de moins d'1%. On est à peu près à 0,7%. Oui. Mais derrière, on a, pour toujours équilibrer la péréquation et les différentes dotations sur la DGF, il y a en variable d'ajustement au niveau national des ponctions importantes faites sur les compensations fiscales. Donc les compensations fiscales, c'est quand l'État décide que tel ou tel type de contribuable va être exonéré de tout ou partie de tel impôt. Il prévoit de compenser, mais il ne compense pas forcément en euros constants. Il compense souvent à un instant T. La perte que ça entraîne à la collectivité qui aurait dû percevoir cet impôt. Quand on dit l'État, c'est les députés. Ah bah l'État, la loi de finances, elle est votée par l'Assemblée nationale et les sénateurs. Non, parce que je trouve que c'est pareil. C'est nos parlementaires. Voilà. Sur proposition parfois du gouvernement, ou sur leur suggestion, oui, l'un ou l'autre. Donc là, on subit une baisse de 5,7%, ce qui fait qu'au final, globalement, pour l'État, on a un tout petit plus de quelques pouillèmes, on a un peu plus de 10 000 €, donc on est de l'ordre de 0,29%. Donc en gros, on est quasiment à l'équilibre. Oui, enfin c'est compte tenu, pour nous n'est pas mauvais par rapport à d'autres communes, mais il faut bien voir que les autres communes qui subissent une ponction beaucoup plus forte que nous et donc en général une baisse nette, c'est aussi qu'à la base elles ont une marge par rapport à nous qui est énormément supérieure. Donc on n'a pas non plus à se sentir spécialement heureux par rapport à eux. Eux ont aussi les moyens d'avoir une baisse de dotation ou une faible hausse. Partant d'un point de départ beaucoup plus favorable que le nôtre. On est d'accord. Enfin, il y avait une situation qui n'est pas bonne au niveau de l'État, qui a dû à des décisions passées. Il faut bien que cette situation s'améliore, c'est notre intérêt à tous. Ensuite, il faut que les communes contribuent, ça me paraît normal. La seule discussion, c'est combien, sur quelle durée, et puis comment c'est réparti. Et encore une fois, en ce qui nous concerne, il faut voir que le gouvernement et les députés, dans leur majorité, ont décidé, dans leur majorité, parce que ça aurait été une autre majorité, il n'y aurait pas forcément eu la même chose, ont décidé que les communes les moins riches, les moins aisées, contribueraient beaucoup moins que les autres. Et ça, je crois qu'il faut quand même savoir, parce que c'est la situation de Mavilliers. Parce que sinon, on a un discours national qui ne correspond pas à la réalité locale. D'autre part, sur ce chapitre, on a également les remboursements du travail fait par la commune pour le SIPPV, donc le syndicat du parc et de la piscine des Vauroux. Et ça a été un niveau de travail très important cette année-là, donc un niveau de remboursement très important. À savoir d'ailleurs que la ponction sur la DGF, je vous ai dit de plus de 210 000 €, est fait sur la base d'un pourcentage correspondant aux recettes réelles de fonctionnement de la commune sur 2 années précédentes, sur l'année précédente, en 2 années précédentes, et ramené aux besoins, ramené en proportion à l'ensemble des recettes de fonctionnement des collectivités concernées, donc avec des différences par groupe. Les agglos sont ponctionnés avec un montant et un groupe, les communes sont un groupe avec un montant. Donc ça, c'est appliqué en ratio par rapport à l'ensemble des recettes des communes et sont déduits de ces recettes réelles de fonctionnement les refacturations de ce type qui sont une forme de mutualisation. De même sont déduites les recettes exceptionnelles. Parce que sinon, ça créerait une injustice. Et en même temps, s'il y avait les recettes exceptionnelles,
Et le fait d'enlever ces refacturations, c'est pour encourager la mutualisation. Et en partant du principe que mutualisation doit également aboutir à des économies. Ensuite, sur le 75, donc sur le 75, là, on a une hausse assez importante qui correspond en fait à des nouvelles locations et à des hausses de loyer. Donc, je pense qu'il y a notamment les Restos du Cœur qui n'étaient pas là avant, et je pense qu'il y a des hausses de loyer sur Carole également. Et les Restos du Cœur, c'est gratuit. Ah. C'est pas un loyer à un moment. C'est pas ça, non. Non, le loyer du Cœur. Non, eux payaient un loyer à l'ancien propriétaire, et nous, depuis qu'on est propriétaire, c'est gratuit. Donc nous, c'est. Mais sur 2015 aussi. Oui, bien sûr. Alors il y a autre chose qui a été loué, a priori, parce qu'il y a une. Il y a par exemple, en plus, mais je sais pas quoi, il peut y avoir la maison à l'angle de la rue de la Résistance, de la rue de Victor Hugo et République, qui a été louée à des moniteurs de récréa, par exemple, qu'on n'avait pas avant, des choses de ce type-là. Il peut y en avoir d'autres. L'année prochaine, d'ailleurs, on devrait avoir ça me permet de le dire, une hausse encore plus importante de cette ligne-là, puisqu'il est prévu presque acquis, mais pas signé encore, que l'on loue l'école Gambetta au Greta de Rélois. Greta, vous savez, c'est la formation continue, c'est le lycée Jean de Beauce qui est porteur de cette formation continue, qui est une formation faite par l'Éducation nationale, et que donc, suite à une augmentation du nombre d'élèves sur Jean de Beauce, cet établissement a cherché à ce que le Greta s'externalise, c'est-à-dire pour récupérer des salles de classe tout bêtement, et que nous on avait un établissement un équipement qu'on pouvait leur louer, et voilà, normalement on est d'accord sur tout, simplement que c'est pas signé. Mais donc le montant de la location sera significatif et fera peut-être même doubler cette ligne-là. Donc ensuite, 50% plus ou moins. Ensuite, au chapitre 77, les produits exceptionnels, on a un montant important qui est en fait lié au versement rétroactif de l'agglo pour la piscine des Vauroux. Alors, selon les bases qu'eux ont déterminées, qui ne nous satisfont pas, mais ils nous ont versé, selon leurs calculs, les arriérés par rapport à ce qui a été voté au conseil d'agglo et dans les communes, et qui depuis a été contesté au tribunal. Derrière, nous avons les atténuations de charges, donc ça c'est des remboursements. Non seulement contesté, mais la contestation a été reçue. Il y a un vote favorable, un jugement favorable. Il y a un jugement favorable du tribunal administratif. Oui. On en est à savoir si l'agglomération fait appel ou non. Voilà. Information officieuse ne ferait pas appel, ce qui voudrait dire qu'elle estimerait que, en fait, elle n'a pas de chance de gagner un appel. Mais c'est officieux pour l'instant. C'est pas officiel. Donc les atténuations de charges, c'est les remboursements sur les charges de personnel suite à absence, maladie diverses. Donc là, il y a un peu moins que l'année précédente. Il y a 41 000 euros à peu près de moins. Donc ceci donne un total des recettes réelles, donc hors mouvement d'orne, c'est ce qui est important, avec une croissance de 3,39%. Donc on a bien, comme on l'a vu tout à l'heure, une hausse significative des recettes réelles. Donc une année favorable sur les recettes réelles en 2015. Ensuite, au niveau des dépenses de fonctionnement, donc le chapitre 11 qui reprend de nombreuses dépenses à la fois de prestations, de fluides, donc c'est assez varié. Donc là on s'aperçoit qu'à la fois par rapport à l'alloué et par rapport au CA 2014, il y a une très forte baisse. Il y a en gros, par rapport à l'année précédente, une baisse de 247 182 euros. Donc j'ai essayé avec les services de creuser un petit peu où il y avait des fortes variations. Alors il y a une très forte variation sur tout ce qui est fluide. Sur énergie-électricité, il y a, je simplifie les chiffres, il y a de l'ordre de moins 72 000 euros. Et sur tout ce qui est gaz, chauffage urbain, il y a pratiquement moins 103 000 euros.
Donc c'est là que sont les plus gros écarts. Ça, c'est l'effet centre-achat, avec éventuellement l'effet aussi climatique. Alors, hiver donc en fait, sur Les l'année deux cumulés. sur l'année 2015, on a plusieurs cumuls, puisque bon, faut savoir que aussi les prix du gaz, ils dépendent en fait globalement de la situation internationale et de la monnaie. Donc on a la chance d'être en Europe avec une monnaie forte qui s'appelle l'euro. Et ça, c'est pas neutre. On a, du fait de la crise économique, une baisse de la demande et une baisse du cours du pétrole. Le gaz est indexé sur le cours du pétrole. Et on a également un climat qui a été extrêmement favorable, donc des consommations plus faibles. Mais on a aussi des transferts, alors là, qui sont pas bien clairs encore, puisque tout le travail de transfert n'a pas été fait encore par l'AGLO, prévu qu'il soit enfin fait cette année. Mais il y a également des transferts de prévus suite à la prise de compétences pour l'éclairage public par le syndicat et par l'AGLO derrière. Donc ça fait des transferts qui ne sont pas très nets vers, au niveau des montants, vers le 65. Donc c'est pour ça qu'il y a une partie qui est claire, qui correspond à ce qu'on a dit avant, une partie qui est un peu moins claire à définir. On a également de nombreuses autres dépenses qui sont plus faibles, notamment des dépenses de réparation de matériel, certaines dépenses d'entretien. Donc là, on peut supposer à la fois deux phénomènes. Il y a d'une part un phénomène du plan d'économie qui amène à faire baisser les dépenses. Il y a d'autre part le fait qu'on a eu au niveau des services une charge extrêmement forte au niveau investissement. Et on a l'expérience d'années précédentes où les charges étaient extrêmement fortes en investissement et où évidemment les services ils sont pas multipliables à envie et on peut se retrouver à ce moment-là avec une part également de non-fait. Avec plus ou moins éventuellement l'année suivante un phénomène de rattrapage. C'est ce qu'on a déjà eu dans des années passées. On peut aussi penser que certaines opérations d'investissement qui ont renouvelé certains matériels font également baisser les coûts d'entretien derrière. De même que les choix d'investissement au niveau qualitatif font baisser la consommation pour les fluides et font baisser les réparations si on prend du matériel qualitatif. Donc tout ça concourt à avoir une baisse. On a également une baisse ponctuelle qui n'est pas une économie, mais qui est la fin d'une dépense programmée, qui est l'étude socio-urbaine. Donc l'étude socio-urbaine, il y avait de l'ordre de 46 000 € sur 2014. Bon, là, c'est une dépense nette en moins. Donc on voit quand on cumule déjà ces différents postes importants, plus quelques autres, un peu moins importants sur les redevances. Sur différentes redevances. Tu as 200 000 d'écart et tu as cité déjà 170 000. Tout à fait. Mais après, il y a des plus petites choses également qu'on trouve. Donc, ce qui permet d'expliquer cette baisse tout en sachant qu'elle n'est pas entièrement une économie pérenne. Il y en a une partie qui est pérenne, il y en a une partie qui certainement ne l'est pas et avec un petit risque de rattrapage sur l'année suivante pour éventuellement du non-fait. Mais ça a l'intérêt de nous donner évidemment un résultat intéressant globalement au niveau financier. Ensuite, au niveau des charges du personnel, on s'aperçoit qu'il y a un écart important entre le prévu et le réalisé. Parce qu'on était sur un prévu de l'ordre de 5 615 000 et on arrive à réaliser de l'ordre de 5 280 000. Donc on voit bien, et qui est quasiment égal aux dépenses de 2014 qui étaient à 5 279 000. Je vous fais grâce des détails. À ce stade, je voudrais attirer l'attention de nos deux collègues du Conseil, Mme Amour et M. Mélard, qu'il y a bien ici des baisses de charges et pas d'augmentation de charges de personnel, puisque dans leur dernière tribune libre, vous avez écrit qu'aucun effort n'était fait pour diminuer les dépenses réelles de fonctionnement, que ces augmentations de charges de personnel nous semblent incompréhensibles. Voilà, vous avez l'occasion de vous exprimer ici. Enfin, voilà comment vous avez pu écrire ça alors que les chiffres contredisent complètement ce que vous avez écrit. Alors je vois là un discours national, quoi, mais pas du tout appliqué
à la commune de Mavilliers. On est dans le discours national. Démagogique, quoi. Donc on s'aperçoit qu'il y a une partie du plan d'économie qui a fait baisser le 0,12 avec des postes volontairement non couverts, mais il y a également un phénomène plus ponctuel qui est avec plusieurs départs qui ont eu lieu, qui n'ont pas été remplacés immédiatement. Donc ça a généré plusieurs économies, mais qui ne sont pas des économies pérennes, puisque le but est bien que ces postes soient couverts en année pleine. Donc ces différentes économies, soit du plan d'économie, soit ponctuelles, ont permis en fait de compenser les hausses non négligeables qui étaient imposées, puisqu'il faut bien voir que l'État, au niveau des dépenses de personnel, nous impose des variations, soit sur les cotisations, soit sur des revalorisations de salaire. Et on sait que pour 2016 et 2017, ça ira au-delà, puisqu'il y aura également, en plus, une revalorisation du point indiciaire. Donc, ces économies ont permis de compenser, mais l'ensemble de l'économie, il faut bien voir, n'est pas pérenne. Seulement une partie. Ensuite, au niveau du 65, donc au niveau du 65, donc c'est tout ce qui est subvention, alors subvention aux associations, subvention du CCAS, ce qui permet d'équilibrer le budget du CCAS qui lui fait de nombreuses fonctions, puisque le CCAS assure pour les personnes âgées, assure l'aide sociale, assure pour la petite enfance. Les dépenses les plus importantes du CCAS, c'est petite enfance et personnes âgées. Tout à fait. Avant d'être sociale. Tout à fait. À Mavilliers. Donc des dépenses globalement assez importantes, équilibrées par cette subvention du budget de la ville. Il y a également la partie indemnité des élus, la participation pour la DSEA et très important maintenant est arrivée une contribution au syndicat SEIPC. On a changé de mode, lui prenant la compétence et l'aglo prenant la compétence, on verse une contribution au syndicat. Et puis une contribution un peu dans le même ordre d'idée au syndicat SIPPV pour assurer l'équilibre budgétaire du syndicat du parc et de la piscine d'Évroult. Et là, sur ces deux points, on a une hausse très importante, puisque le SEIPC en 2014, c'était de l'ordre de 83 000 €, je vous fais grâce des détails, et en 2015, c'est 169 000. Donc une hausse importante. Et pour le SIPPV, là aussi, on passe d'une situation, je dirais, travaux, à une situation fonctionnement, préparation d'ouverture. Et donc on est passé de 181 000 € à 346 000 €. Donc là également, une hausse très importante. Mais malgré ces fortes hausses, dans la mesure où les économies ont été très importantes sur le 0,11 et le 0,12, on arrive à une quasi-stabilité des dépenses réelles. Donc ça, c'est important de le voir. Malheureusement, ces dépenses réelles ne sont pas toutes des économies pérennes. Mais plus on en aura qui sera pérennisé, et plus évidemment on pourra conserver des résultats intéressants et assurer un autofinancement. Maintenir notre haut niveau d'autofinancement, parce que là aussi, j'ai lu que on n'avait pas assez d'autofinancement, on va voir les chiffres, c'est pas vrai. On est dans une situation où on est au-dessus de la moyenne, et nettement au-dessus de la moyenne. Donc ensuite, on va revenir au rapport. Donc, la première feuille, on va passer parce qu'on l'a déjà vu. Alors, on continue. Voilà, donc là vous avez le bilan de l'exercice, mais bon, on l'a déjà vu au départ et avec le compte de gestion. Donc, je ne vais pas redire la même chose que sur le compte de gestion. Et on voit juste éventuellement la variation 2014-2015, mais bon, dans le compte de gestion, on l'avait également. Donc, pas un intérêt important. Ce qui est intéressant par contre, c'est ça. C'est l'État impose des ratios
de comparaison entre les différentes communes et les communes, la moyenne des communes de la même strate de population. Bon, même si nous les avons déjà vus en commission plénière, il me semble intéressant de les revoir, en particulier pour le public ici présent. Il y a des instructions, des informations instructives à avoir de ces lectures de ratios. Voilà, donc ce qu'il faut comparer, c'est les deux colonnes de droite. Donc la première ligne, c'est un ratio des dépenses réelles de fonctionnement. Donc les dépenses réelles de fonctionnement, c'est toutes les dépenses de fonctionnement moins les opérations comptables entre sections qui sont imposées par les règles de comptabilité de la M14, mais qui ne correspondent pas à un réel décaissé, à un réel paiement. Donc là, c'est vraiment les dépenses qui correspondent à un réel paiement par la commune, de l'argent qui sort de la commune réellement. Donc c'est réellement significatif. Donc divisé par la population, donc on s'aperçoit qu'au CA 2015, on est à 940 € et que la moyenne de la strate est à 1151 €. Donc on voit bien qu'on dépense globalement un peu moins, quand même de manière assez significative. Ah oui, on est à 18 à 20% en moins, là encore, que la moyenne. strate. 18 à 20% en moins. Et si on regarde en deux... Au lieu de dépenser 100 €, on en dépense 80. Ça veut dire quelque chose, ça. Oui. Et en plus, c'est les résultats de la moyenne de 2013, puisqu'il y a au moins 2 ans de décalage entre la publication des résultats permettant de calculer les ratios sur l'ensemble de la strate. Au niveau de la deuxième ligne, c'est les produits des impositions directes, donc les impôts de base divisés par la population. Et là, on s'aperçoit, même si on s'améliore, que, notamment parce que les bases augmentent, comme on l'a vu tout à l'heure, on est nettement en dessous de la strate. On est à 503 € contre 549. Donc forcément derrière, ça va aboutir à ce qu'on soit moins riche que la moyenne de la strate. Et si on est moins riche, forcément on est amené à dépenser moins, ou alors on se met en faillite. En 3, nous avons les recettes réelles de fonctionnement divisées par la population. Là, évidemment, on voit bien que globalement, les recettes réelles de fonctionnement, donc qui vont aussi bien comprendre les dotations que les impôts ou les recettes des prestations offertes, qui ne sont pas gratuites, pour celles qui ne sont pas gratuites. Là aussi, on s'aperçoit qu'on a forcément nettement moins que la moyenne de la strate. On est à 1139 € pour 1375 €. Au niveau de dépenses d'équipement brut et population, donc si on regarde les différentes années, on voit qu'on est souvent en dessous. Et comme on a des investissements en dents de scie par rapport au temps de réalisation et de concrétisation qui n'est pas linéaire, et que la comptabilisation en plus n'est pas linéaire par rapport à la réalisation, on s'aperçoit que sur 2015, on a effectivement une réalisation, une comptabilisation très importante, puisqu'on monte à 366 €. Donc on monte pratiquement à la moyenne de la strate de 2013 qui est à 369 €. Au niveau de l'encours de la dette sur la population, on voit par contre qu'on est peu endetté. On est à 154 € alors que la strate est à 970. Bon, le problème c'est que plus on est riche, plus c'est facile de s'endetter et de se désendetter ensuite. Moins on est riche, plus on peut éventuellement s'endetter, mais plus c'est difficile de se désendetter ensuite. Plus il faut faire attention. Donc plus il faut faire attention. Et au final, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand on regarde notre DGF, donc dotation principale de l'État, par rapport à notre population, on est loin d'être les mieux lotis. Mais ça, c'est le fruit de l'histoire. Par rapport à la strate, on n'a que 180 € par rapport à 249. Ce qui veut dire, ce que j'ai dit en commission plénière, que les critères de versement de la DGF sont loin d'être des critères péréquateurs. Et d'où la nécessité d'avoir créé la DSU et la DSR, créée il y a une quinzaine d'années, je crois. Donc ensuite, on a un ratio des dépenses de personnel sur les dépenses réelles de fonctionnement. Donc on s'aperçoit qu'on est à 53,47 en 2015. La strate est à 56,70. Bon, même s'il faut pondérer ces résultats en fonction des critères de gestion de chaque collectivité, puisque certaines collectivités peuvent faire des choix d'offrir les services entièrement avec du personnel interne. D'autres collectivités peuvent choisir d'avoir une part plus importante, voire presque essentielle, par des contrats de prestation. Dans ce cas-là, évidemment, il n'y a pas besoin du même personnel. Nous, on est un peu entre les deux, et on voit que malgré ça, on est nettement en dessous de la moyenne de la strate. Je dirais comme la moyenne, de tenir compte de la moyenne des communes.
entre le recours à la délégation et le fait de faire en interne, eh bien, si nous on est dans cette moyenne-là, si on a un équilibre, le ratio il est pertinent. Et donc c'est là aussi je voulais attirer l'attention de nos deux collègues qui disaient qu'on avait des dépenses de personnel qui augmentaient, donc sous-entendu qui étaient fortes, on voit qu'elles sont 8% en dessous de la moyenne. Non seulement 8% sous la moyenne, mais en plus elles n'augmentent pas. Donc, merci. Moi je suis très attaché à ce qu'en politique on dise la vérité. Oui, tout à fait. Parce que si on ne dit pas la vérité, c'est là où tout le monde va dans le mur. Tout le monde. Entraîné par quelques-uns qui colportent des erreurs grossières. Merci à tous, et à vous deux en particulier, parce que dans ce cas-là, c'est vous qui le visez très clairement, de faire attention à ce que vous écrivez. Et si on veut faire une comparaison encore plus pertinente, on peut comparer notre CA 2013 avec le CA 2013 de la Strat, et là on s'aperçoit que l'écart est encore plus grand, puisque à notre CA 2013 on était à 52,19% de dépenses de personnel, alors que la Strat était en réalisé à 56,70%. Donc l'écart est encore plus grand, parce qu'on pourrait croire que le décalage favorise, mais non, c'est l'inverse. L'écart est encore plus grand. Bon, par contre, ça évoluera un petit peu à la hausse, puisque à partir du moment où le conseil municipal a fait le choix de gérer bientôt en interne la LSH, oui. Bien évidemment, il y aura des transferts septembre, hein, oui, à ce moment-là. Oui, mais on n'aura pas une année pleine sur 2016. Mais on aura forcément un transfert entre les dépenses du 011, qui sont les charges générales et les contrats de prestation, vers les dépenses de personnel. C'est pour ça qu'il faut aussi tenir compte des modes de gestion et pas faire forcément des analyses brutes, sans explication et sans un minimum d'analyse sur un ratio seul. Ensuite, on a le ratio 9 qui sont les dépenses réelles de fonctionnement plus le remboursement de la dette, le capital de la dette divisé par les recettes réelles de fonctionnement. Donc on voit que là, on a un pourcentage beaucoup plus faible que la Strat. Donc ça, en fait, ça permet de montrer la marge qu'on a par rapport à la Strat. Et on voit que on a une marge parce qu'on est en fait peu endetté. Au niveau des dépenses d'équipement brut sur les recettes réelles de fonctionnement, on voit que sur 2015, alors qu'habituellement on est souvent en dessous de la Strat, en 2013 on était quasiment au niveau de la Strat, 2014 a été faible, et 2015, ayant vu la concrétisation de beaucoup de gros projets, on dépasse la Strat, et on passe à 32,09% pour 26,80%. Je veux revenir justement à celui d'avant, parce que l'indicateur d'avant, le 9, là, en fait, en complément à 100, il donne justement l'autofinancement. Et donc, si nous, on est en dessous de la moyenne pour les dépenses réelles de fonctionnement plus capital remboursé par rapport aux recettes réelles, ça veut dire qu'on autofinance davantage que les autres. Donc, ça veut dire que là, on autofinance à 84, ça fait 16%, pour 16%, alors que les autres, les communes, sont à 10%. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. On autofinance plus que la moyenne. Donc ensuite vous avez l'encours de la dette sur les recettes réelles de fonctionnement, donc même logique, on voit bien qu'on est peu endetté par rapport à la Strat. Et ensuite on a l'encours de la dette divisé par l'autofinance brute qui est à 0,77, mais j'apporterai une correction après, puisque pour avoir un chiffre parlant, il faut quand même prendre en compte le nouvel emprunt. Donc, on l'a calculé. Oui, ça c'est fait un peu plus d'une année, c'est marqué quelque part. Oui, ça fait une année 20. Un 20, un 2. Mais ça fait un 20. Mais je le disais en commission plénière, par rapport à l'agglomération qui doit être aux alentours de 10 années, d'après les informations, ça fait une sacrée différence. Ah, c'est clair que ça fait une sacrée différence. Donc ensuite, vous avez pour visualiser, depuis 2012 à 2015, la forme des courbes d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, des recettes réelles de fonctionnement. Donc on voit bien que sur certains moments, on a la courbe des dépenses qui grimpe plus vite que celle des recettes, ce qui n'est pas bon du tout pour nous. À d'autres moments, c'est quasiment à l'équilibre. Et là, on voit que sur 2015, on a nettement les recettes qui augmentent beaucoup mieux que les dépenses. Donc une évolution très favorable. Pour illustrer un peu mieux et pas seulement par des chiffres, les dépenses d'investissement, et pour avoir les chiffres plus précisément par projet,
Et également, pour essayer de mieux lisser les dépenses d'investissement, on a créé ce qu'on appelle un plan pluriannuel d'investissement. Et on va voir notamment, principalement, quelles ont été dans ce plan pluriannuel d'investissement les grosses opérations quasi finalisées en 2015. Donc il y a d'abord l'épicerie solidaire. Donc l'épicerie solidaire, c'était un montant de projet total de 565 434, je vous passe les centimes. Sur 2015, c'est un mandatement de 377 616. Je vous passe les centimes, et il reste un petit reste à faire sur 2016. Donc vous avez en même temps la photo de la concrétisation de cette dépense. Ensuite, il y a l'extension des 2 écoles maternelles. C'est un projet global d'1 170 876, avec une dépense au niveau de 2015 d'1 048 573. Et un reste à réaliser non négligeable de l'ordre de 66 000 euros sur 2016. Donc là, vous avez Jean Zay maternelle, son extension, et vous allez avoir Coubertin, vu côté court. Donc ensuite, dans les gros projets également impactant 2015, il y a la rénovation complète, reprofilage des rues Chêne-et-Résistance en partant de la mairie jusqu'à la limite de Chartres, pour un montant global d'1 114 888 et une somme mandatée sur 2015 de 961 526, ce qui n'est pas négligeable, et on voit ce que ça donne. Et avec les plantations, c'est beaucoup mieux qu'avant. Ouais. Tout à fait. Donc tout ça nous fait un total au PPI de 2 387 716. Ce qui est également intéressant à voir dans ce PPI, c'est la ligne 5. Donc la ligne 5, c'est la DAP. Donc c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, et où il y avait le compte-rendu par rapport à l'amélioration pour l'accessibilité. Donc là, les différentes dépenses, les différentes règles imposées par l'État, par le Parlement, dans les faits, suite à une étude et un chiffrage par un organisme spécialisé, ça représente 1 169 732 euros. Donc il faut bien voir que si d'un côté la loi de finances nous fait pas trop de misère peut-être par rapport à certains au niveau dotation, il y a aussi des dépenses nouvelles imposées qui ne sont pas du tout négligeables. Mais pour tous. Et ça, pour tous. Et ça, Mais... ça renvoie au discours que j'ai tenu tout à l'heure. Rappelez-vous, j'ai dit 1, on s'y mit trop tard. 2, tout d'un coup, le montant à financer étant tellement important, on a voulu aller trop vite. On a retardé la date, et même en ayant retardé la date, c'est sûr que c'est difficile. Et surtout, ce qui est aberrant, c'est de ne pas avoir imposé très tôt des normes souhaitables sur tout nouveau bâtiment. Parce que si ça avait été imposé il y a longtemps, on n'arriverait pas à un solde si important. Et certaines communes sont dans une situation bien pire que nous. Oui. Parce que certaines collectivités ont un patrimoine, entre guillemets, aujourd'hui, beaucoup plus inadapté que le nôtre. Oui, parce que nous, Mais c'est quand même pratiquement 1 200 000. Bon. Et donc vous avez l'échelonnement qui a été prévu jusqu'en 2021, où il faut qu'on ait tout fini. Donc ensuite on a la capacité, donc c'est toujours le rapport, on a la capacité d'autofinancement. Donc là en fait, donc ce dont on parlait tout à l'heure, mais le maire veut toujours aller plus vite que moi. C'est-à-dire sur l'autofinancement. Ah oui, d'accord. Donc il y a les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Et donc on voit l'autofinancement, on fait la différence entre ces recettes réelles de fonctionnement et dépenses réelles de fonctionnement. Ça nous donne l'épargne brute. Et pour avoir réellement ce qui est disponible, on parle ensuite d'épargne nette en déduisant le capital à rembourser. Donc les emprunts à rembourser.
Ce qui nous donne en 2014 une épargne nette d'1 552 362. Et en 2015, grâce à la bonne progression des recettes et à la stabilité des dépenses, on monte à un autofinancement, enfin une épargne nette, d'1 928 948. Donc on a une progression de 376 585, donc ce qui est très important. Et derrière, on calcule le taux d'épargne. Donc le taux d'épargne, ça va être l'épargne divisé par la recette de fonctionnement. Et on s'aperçoit donc qu'en 2014, en épargne brute, on était à 14,78%. On passe à 17,47%. Et en épargne nette, on passe de 13,41% à 16,12%, qui sont d'excellents chiffres. Malheureusement, ces chiffres sont à corriger, puisqu'ils sont surévalués par le versement exceptionnel de la piscine, de la CLEC. Il y a plus de 130 000 euros. Donc ça rebaisse un petit peu, mais pour autant, on a une progression très significative par rapport à 2014. Mais pas forcément pérenne, puisque une partie, à la fois, on sait, ne serait-ce que pour 2016, que la croissance 0,7 ne sera pas du même ordre, loin s'en faut, et qu'une partie des économies de 2015 n'est pas pérenne. Vous avez ensuite la dette. Donc la dette s'élève au 31 décembre 2015 à 1 613 806, répartie sur 5 contrats d'emprunt qui sont tous à taux fixe. Et donc un emprunt de 890 000 a été contracté en décembre 2015, et les fonds ayant été versés en janvier, parce que ça nous a arrangé, la recette et le capital restant dû n'apparaissent donc au CA 2016 et ça passe en reste à réaliser. Vous avez le tableau d'amortissement. Donc vous voyez, sur 2015, 161 223 environ de remboursement au niveau capital, de l'ordre de 64 500 en intérêt, ce qui fait une annuité globale de 227 724. Vous avez ensuite une petite courbe qui vous reprend la répartition jusqu'en 2030, puisque si on n'empruntait plus, il n'y aurait plus de dette en 2030. La répartition entre amortissement et intérêt. Les intérêts sont en vert, l'amortissement, donc remboursement de capital, est en rouge. Vous avez ensuite le tableau qui reprend l'évolution de la capacité de désendettement, sauf qu'il est faux, il y a eu un décalage. Donc sur 2013, pour moi, on est à, je ne vous donne pas le détail des chiffres, on est à 1,06, une année 0,6. En 2014, on était à une année 0,4 et en 2015, là la colonne est bonne, on est à 0,77. Mais si on corrige en tenant compte du nouvel emprunt, on est plutôt à 1,2. Tu répètes les chiffres, c'est quoi là? On est à 1,06 pour moi en 2013 et 1,04 en 2014. D'accord. Et on est bien à 0,77 sans prendre en compte l'emprunt nouveau et à 1,2 si on prend en compte l'emprunt nouveau. Donc je dirais que globalement 2015 c'est une année très favorable au niveau des recettes de fonctionnement et aux dépenses de fonctionnement stables, grâce d'une part aux économies et grâce aux éléments favorables au niveau des dépenses générales, notamment les fluides et du personnel, mais qui sont pour partie des économies temporaires. Mais une partie est pérenne. Merci à toi Philippe, c'est bon? Oui. Et alors je donne la parole à celles et ceux qui veulent s'exprimer avant de quitter la salle comme il se doit. Le vote du compte administratif. Il semble que tout le monde... Personne n'a de questions ou de remarques ou d'explications de vote, je ne sais quoi. Donc je vais quitter la salle. Alors en vous proposant une remarque que le doyen de l'Assemblée a sur la présidence, c'est quelque chose d'un petit peu ancien, voilà, c'est le coup de l'informatique, vous savez, hein, c'était vrai avant, c'est plus tout à fait vrai maintenant. Maintenant c'est, voilà, je vous propose, il faut que vous le votiez, donc je vous propose que Michel Bontour, en tant que première adjointe, préside la séance. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des oppositions? Il ne semble pas. Michel, c'est à toi. C'est bon. Non, merci à vous. Donc je vais vous lire la délibération concernant l'approbation du compte administratif. Donc il est proposé aux membres du conseil municipal d'arrêter le résultat de l'exercice 2015 à, pour la section d'investissement, moins 2 275 313,21. En section de fonctionnement, plus 1 491 109,69.
d'arrêter le résultat de clôture 2015 à section d'investissement moins 2 039 966,66, en section de fonctionnement plus 3 758 114,56, ce qui donne en résultat de clôture du CA 2015 en bilan global 1 718 147,90. Merci Philippe. Donc nous allons passer au vote. C'est bon Romain? Donc y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Voilà. Donc le compte administratif est approuvé. Merci à vous. C'est bon, il a été refusé. Abstention de la part de Fen et de la. D'accord, merci. Merci aux collègues qui ont voté ce compte administratif et merci aux services, parce que derrière ce compte administratif, il y a du travail des services à tous les niveaux. Voilà, si on fait des économies, c'est pas seulement parce que les élus l'ont demandé, c'est aussi parce que les services, il y a des choix bien sûr, mais il y a aussi parce que les services ont bien travaillé, en allant chercher des recettes, en faisant des économies, voilà, en faisant avancer les dossiers, ça c'est des taux de réalisation, etc. Donc merci à l'ensemble des services et j'adresse évidemment ici à M. Mercier, mais c'est à lui de répercuter à l'ensemble des services les remerciements du conseil municipal et tout particulièrement de ceux qui ont voté ce compte administratif. Délibération suivante, c'est toujours pour toi. Donc il s'agit d'une demande d'aide financière auprès de la CARSAT, Centre Val-de-Loire, pour les travaux de climatisation au foyer Marie-Hélène Foucard. Donc dans le cadre de cet appel à projet de la CARSAT en 2016, il est proposé aux membres du conseil municipal de solliciter auprès de la CARSAT Centre Val-de-Loire une aide financière pour les travaux de climatisation au foyer Marie-Hélène Foucard. Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 30 200 € hors taxe, soit 36 240 TTC. Les travaux sont inscrits au budget primitif 2016. Donc il est demandé une subvention à hauteur de 50%, ce qui ferait donc 15 100 € hors taxe pour la CARSAT et 15 100 € pour la ville. Très bien, parce que ceci ne va pas appeler beaucoup de discussions. On peut voter directement. Nous y allons. S'il y a des avis contraires, est-ce qu'il y a des abstentions? Merci à vous pour l'unanimité. Nous continuons, nous passons au foncier. Sylvie, c'est pour toi. Sans le micro, ça change, je n'ai pas de voix. Oui, non, il faut le micro. Il est prévu pour. Donc, il s'agit là d'une continuité, en fait, c'est pour compléter les besoins de terrain pour la zone des Closeaux. Donc, cette délibération concerne l'acquisition partielle de la parcelle cadastrée AV80 qui est 6 au 10 rue Léon Fourré, qui appartient à Mme Francine Monger. Donc, vu le dossier de création de la zone de la ZAC des Closeaux, en date du 2 février 2014, vu l'intégration dans le périmètre de la dite ZAC d'une partie de la parcelle cadastrée 6 au 10 rue Léon Fourré, appartenant à Mme Moger, vu la saisine en date du 14 mars 2016 de France Domaine, considérant la valeur de la présente acquisition à l'amiable, à savoir inférieure à 75 000 €, la saisine de France Domaine n'est que facultative. La commune peut donc valablement délibérer sur ce projet. Après négociation avec Mme Moger, les éléments suivants ont été convenus. La ville s'engage à acheter partiellement environ 290 m², la parcelle AV80 au prix de 7 000 €. La surface exacte sera déterminée par le biais d'une division parcellaire établie par un géomètre expert. Effectivement, on va sur les lieux le 6 juillet.
Les frais de géomètre, d'acte et de publication sont pris en charge par la ville. Les frais de réalisation d'un mur de clôture à la fin des travaux de viabilisation de la zone seront pris en charge par la ville. La jouissance du terrain vendu, comme dans chaque situation identique, à chaque fois qu'on achète un terrain pour cette zone des closeaux, la jouissance du terrain vendu est accordée jusqu'au début des travaux. Jouissance formalisée par le biais d'une convention mise à disposition à titre gratuit, prise par le maire par délégation du conseil municipal, en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Merci. Donc là, on fait l'exemple même d'un travail en commun de mes collègues adjoints, puisque c'est plutôt Jean-Yves qui a négocié, mais c'est Sylvie qui présente et qui va conclure. Qui va sur le terrain aussi. Et qui va sur le terrain. Est-ce que ça appelle des remarques, questions? Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Nous sommes unanimes également sur ce sujet. Merci à toi Sylvie. On passe à la jeunesse. Marc. Alors, moi, je vais vous présenter la délivre numéro 10. Donc, c'est une prestation de service avec l'association des PEP 28 pour autoriser la poursuite d'un conventionnement avec les PEP dans le cadre d'emploi d'avenir. Donc, en partenariat avec l'association des pupilles de l'enseignement, la ville de Mavilliers s'est engagée dans ce dispositif d'aide à l'emploi en direction de la jeunesse au titre des années scolaires 2014-2015, 2015-2016. Et là, je vais vous demander de poursuivre pour 2016-2017. Ainsi, 3 jeunes ont été employés dans le domaine de l'animation et sont intervenus en ce qui concerne la ville de Mavilliers sur les temps de restauration scolaire, sur les temps d'aménagement périscolaire les mardis et vendredis, donc c'est une étape, et sur les temps d'atelier éducatif du soir, du lundi au vendredi, de 16h30 à 18h. L'association des PEP demeure l'employeur principal de ces 3 emplois à hauteur de 51%. Ils sont mis à disposition de la ville par convention de prestation de services. Donc bien sûr, l'embauche d'un contrat d'avenir ouvre des droits à une aide financière. Donc ça, je ne vous détaille pas plus. Au titre de l'année scolaire 2016-2017, 707h30 annuels inclut un temps de formation seront effectués au sein de la ville de Mavilliers pour chaque emploi d'avenir. Afin de pouvoir renouveler ce partenariat avec l'association des PEP pour la 3e année et dernière année, en ce qui concerne ces 3 emplois d'avenir, il convient aujourd'hui d'autoriser M. le maire à signer l'avenant numéro 2. Vous avez en pièce jointe la convention. Voilà, donc je pense que vous savez tout. Est-ce qu'il y a des questions, remarques? Oui. Du coup, les jeunes postulent auprès des PEP ou auprès de la mairie? Les PEP. Les PEP, et c'est Après, il y a un échange avec les PEP. Ils nous proposent les jeunes, et après, c'est eux qui font toute la démarche administrative. Ça marche avec les PEP. Enfin, l'idée, cette idée-là est de la ville. On l'a proposé au PEP, et ensuite, il s'est trouvé que les PEP, on était à peu près à moitié-moitié, et que c'était quand même plus facile que ce soit eux qui soient porteurs et nous qui remboursions, le contraire. D'où la réponse à votre question, mais c'est un partenariat. C'est un partenariat. Autre question? Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Nous sommes unanimes. Nous continuons avec la délibération suivante. Donc, la délibération numéro 11, c'est l'accueil de loisirs sans hébergement unique. Nous avons lancé toute une étude pour son appellation et on va vous inviter à travers cette Je crois qu'il faudrait accueil de loisirs unique, peut-être sans hébergement. Enfin, le unique à la fin, il fait bizarre. Oui. On a l'impression que c'est l'hébergement qui est unique. Oui, d'accord. Donc, l'idée de cette délibération là, c'est de trouver un nom
et de décider du nom de l'accueil de loisirs unique. Donc, 4 noms ont été retenus suite à toute une démarche. Ça a commencé par une démarche dans les temps périscolaires de la ville, où on a invité les enfants à réfléchir autour de futurs noms. Après, donc, il a été tiré de cette réflexion 12 noms qui ont été proposés par le biais du site de la ville à l'ensemble des Mainvillois. Il y a eu des retours et 4 noms sont sortis devant les autres noms proposés, devant les 12 noms. Donc c'est les 4 noms qui nous sont proposés dans cette délibération: Croque Loisirs, les Crayons de couleur, les 1000 couleurs et l'île au loisir. Donc de ces 4 noms, aujourd'hui, nous allons voter pour en choisir un qui nous permettra le 7 septembre, lors de l'ouverture de cet accueil de loisirs, de débaptiser la maison de quartier qui va être le lieu alternatif en attendant l'arrivée de la nouvelle structure. Donc de débaptiser cette maison de quartier et en lui donnant... de la débaptiser ou de la baptiser d'ailleurs. Et directement de la baptiser après, avec un des noms qui a été choisi aujourd'hui. Ok. Des expressions avant de passer au vote sur ce choix. On a eu quelques expressions en commission plénière. On peut en avoir ici. Comme toujours, il faut qu'elles aient plutôt lieu avant qu'après. Aussi bien si vous avez envie de convaincre certains collègues d'aller dans tel sens, ou si vous avez envie surtout qu'un nom ne soit pas choisi, et en le motivant bien sûr. Oui, Sylvie. Moi je veux bien juste, par rapport à ce que j'ai dit hier, où j'étais un peu plutôt attirée par l'île au loisir. Oui, enfin, c'est avant-hier en commission plénière, tu veux dire. En plénière, oui, pardon. Par rapport à l'île aux enfants et Casimir, ça m'a gênée finalement. Et donc je ne choisirai pas ce nom-là. Voilà. Changer d'avis. Bah ouais, parce que quelquefois, ça c'est comme quand les futurs parents choisissent un prénom et qu'ils donnent leur avis, enfin leurs idées aux autres, et qu'on leur dit « Ah, ça me fait penser à un tel ». Voilà. Ça sert à ça de se concerter. On est bien d'accord. C'est dépassé, Casimir. Chacun, comme c'est un problème affectif, tout le monde peut avoir son avis sur la question. Moi, je dirais simplement que ça a été. Casimir est arrivé en France après être arrivé aux États-Unis. Ah. Et s'il y a bien une émission qui, aux États-Unis, a un impact sur les quartiers déshérités et sur le niveau le plus pédagogique qui a été permis aux enfants d'origine portoricaine, noire, enfin, c'est bien cette émission dont s'est inspiré monsieur Audiard, non pas c'est pas celui-là. Non, Audiard. Aidez-moi. Audiard. Non, pas Audiard. Enfin, peu importe, ça n'a pas d'importance. Moi, j'ai une tendresse toute particulière et un respect tout particulier pour cette émission. J'ai eu l'occasion, quand d'éducateur, de rencontrer le réalisateur, quelqu'un d'extrêmement timide qui ne savait pas parler qui disait ne pas savoir vendre sa marchandise, mais qui avait des idées énormes. Et compte tenu de l'origine et des motifs, enfin, du contenu scolaire, social, tout ce qu'on voudra, voilà. Bon, tu vois, peut-être qu'il va te faire de nouveau changer la vie, là, André, peut-être. Non. Il a essayé toujours. C'était pas cette grosse maronnette stupide. Manuela, mets ton micro pour que ce soit enregistré, parce que, je répète, que même si on ne retranscrit pas par écrit vos propos, ils sont enregistrés et on peut les écouter sur le site de la commune, avec d'ailleurs maintenant une facilité, puisque depuis peu, je crois qu'on est à jour, Romain, ou presque. On est à jour sur l'année 2015. On sera bientôt à jour sur l'année 2015. Voilà, donc c'est demain. Donc on peut donc aller écouter la partie du conseil qui nous intéresse et vos interventions. Allez, vas-y. Donc moi j'aime bien le loisir pour deux raisons. C'est que moi, ma fille, quand je lui ai demandé son avis, elle me l'a sorti déjà. Elle m'a dit le loisir. Bon, écoute, c'est bien. Et en fait, pour Casimir,
Donc en fait, moi ça me choque pas parce qu'en fait ça réunit quand même un monde, un univers de l'enfant. Donc même si on pense à l'île aux enfants, après tout, l'île aux loisirs, enfants, de toute façon ça se rejoint. C'est pas comme si que ça allait, on pensait à un magasin de voitures. Enfin, je veux dire, c'est pas, ils sont compatibles. Donc je trouve que l'île aux loisirs, elle est bien, elle est sympa. Autre intervention? Autre intervention? Pardon? Je vais pas laisser. Il faut bien quand même que certains défendent les autres noms. Enfin, je sais pas. Sinon, enfin, moi, je veux bien l'unanimité, ça me choque pas, mais. Donc, les crayons de couleur. C'est suite à justement au travail qui avait été fait par Marc, il y avait un certain nombre de réponses qui touchaient aux couleurs. Et, proposé par les enfants. Proposé par les enfants. Enfants, c'est pour ça que j'ai dit le travail de Marc. C'était voilà. Du servir. Non, mais proposé par les enfants, quoi. Et une de mes collègues ayant proposé les 1000 couleurs, moi j'ai pensé, alors c'est tout à fait perso, hein, j'ai pensé à la chanson d'Hugo Frey, Les crayons de couleur, que je trouvais très très belle, dans sa version française, comme encore peut-être plus dans sa version américaine, puisque c'était une chanson écrite par Bob Dylan. Voilà, c'est le vieux qui parle de souvenirs. Mais par contre, quelqu'un dans le... Mais il y a deux références, bien sûr, qui doivent dater à peu près de la même époque. Là, hein. Casimir, Bob Dylan, non hein? C'est à peu près la même chose. Hein. Et ce qui est important, quelqu'un l'a fait remarquer en commission plénière, mais je pique sa réflexion, c'est que si on a un logo avec les crayons de couleur, ça sera assez facile à faire. Le logo sera tout trouvé. Chacun argumente. Alors Michel. moi, je vais dire un petit mot pour Croque Loisirs. Ah. C'est vrai que j'étais minoritaire. Mais je vais m'expliquer quand même pourquoi je l'aime bien. Parce que je l'aime bien, parce que ça change de crayon de couleur, 1000 couleurs, enfin voilà, tout ce qu'on peut trouver île quand c'est une référence à un lieu pour enfants. Donc là, on a le mot loisir, le fait de croquer les loisirs. Alors c'est vrai que ça fait peut-être, certains ont dit consommateurs. Pour moi, je ne le voyais pas comme ça. En fait, je le voyais du côté où, en fait, effectivement, les enfants allaient être ensemble et allaient avoir une multitude de possibilités. Donc c'est l'ouverture. C'est l'ouverture pour moi. L'ouverture d'esprit, voilà, ce qu'on défend. Voilà. Nora. Oui, moi aussi je défendrais plutôt Croque Loisir parce que, après tout ce que vient de dire Michel, mais j'ajouterais également que dans le croque, il y a le dynamisme des petits, des enfants. Alors bien sûr, 1000 couleurs, tout ça, nous les vieux, on peut dire, bon, ça nous rappelle. Il faut penser à nos enfants, enfin nos enfants, je n'ai pas, j'ai pas des enfants, mais c'est ce dynamisme par Croque, alors en plus avec la petite... l'apostrophe. Et je pense qu'au niveau logo, ce sera assez facile de trouver également quelque chose de dynamique qui veut justement être de l'énergie des enfants, qui veulent profiter de tout ce qu'on va leur offrir et d'y aller à pleines dents. Plein dedans et en pleine dents. Voilà. Alors, merci à toi Nora. Manuela. Juste histoire de, puisqu'on faisait des comparatifs, il y avait une émission aussi qui s'appelait Croque Vacances, si on va voir là. Moi je dis ça, je dis rien, c'est mon mais il n'empêche que c'est aussi, ça s'adapte, donc moi ça me choque pas du tout parce que ça s'adapte. Alors, Estelle. C'est pas tellement, c'est justement une expression qui m'avait interpellée sur Croque Vacances, avec le côté consommation, peut-être pas très consommateur, mais plutôt consommation, qu'il y aurait dans le croque, peut-être qu'il faudrait moins aller vers celui-là, même si je trouve que effectivement il y a une petite dynamique, mais quand même avec le petit risque un peu consommateur et pas assez consomme-acteur. Madame Minon. Alors, moi, c'est aussi
assez personnel. Moi, je trouve que l'île aux loisirs, c'est sympa. L'île, ça fait rêver, beaucoup d'enfants. Il y a un côté mystérieux qui me plaît. Et loisirs, pour un accueil de loisirs, je trouve que le fait qu'il y ait le mot loisir dans le titre choisi, ça explique clairement ce qu'on vient y faire. Donc, voilà, j'aimais beaucoup les crayons de couleur aussi, mais on voit que ce sera vers l'île aux loisirs. Merci pour votre explication de vote. Autre intervention? Il semble que les... Comment ça se passe? Il y a un tour, il y a deux tours? Voilà, c'est ce que j'allais vous le dire. Je vous propose 2 tours, hein, c'est la pratique habituelle. Donc au premier tour, une seule voix, voilà, il faut voter pour l'un des 4. On regarde, je pense qu'on est 31 votants, Romain, c'est ça? Enfin, quand je dis votant, c'est présent ou représenté. 23 et 8, ça fait bien 31. La compte est juste. Donc ça veut dire que la majorité est à 16 au premier tour. Donc si quelqu'un a plus de 16, ben il est choisi. Dans le cas contraire, ben on choisit les 2 premiers. Hein. Enfin, je pense que là c'est pareil. 2 premiers, ça me paraît bien. Après, j'espère que le 3e va pas être tout près du 2e, parce que sinon on aura des soucis. Ben, a priori les 2 premiers, on va dire. Hein, a priori les 2 premiers pour un 2e tour. Attention, nous votons, nous prenons, et il faut que vous pensiez au pouvoir aussi, hein, dans l'ordre hein, qu'ils sont donnés. Qui est pour Croque Loisir? Moi, finalement, je reviens. Alors, non, pardon. Croque Loisir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est d'accord? Vous avez vérifié? Les crayons de couleur. Qui est pour les crayons de couleur? Mon pouvoir. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a une voix là. 6. D'accord. C'est bon? 6. Vérifiez, Romain. 1000 couleurs. 1. Un seul? Un seul. On a le droit, André, il n'y a aucun problème. L'île au loisir. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bah, c'est plié de peu. C'est plié d'une voix. Sur un premier tour, c'est bien. 7, 24. Il manque une voix. Je n'ai pas voté, mais en fin de compte, j'aurais plutôt pris Croque Loisir. Mais c'est trop tard. Ah bah c'est dommage. De toute façon, ça ne change rien. Ça ne change rien. De toute façon, tu as le droit de voter. Alors, qu'est-ce que tu prends comme vote? Abstention ou pas? Tu as le droit de suivre ton vote, c'est quoi? Tu prends Croque Loisir, 8 voix. Donc, 8, 6, 1, 16, mais 16, c'est la majorité absolue, donc l'île au loisir est choisie. On continue.